Alors bonjour à ceux qui nous ont rejoints depuis tout à l'heure. Alors le thème d'aujourd'hui, c'est comprendre les enjeux du trigger marketing. Je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Benoît Venière, CEO de Marketing One by One. Ça fait 15 ans que je travaille dans le CRM et la data. Je travaillais pour plusieurs prestataires spécialisés en data et en marketing direct. En ce qui concerne Marketing One by One, nous sommes donc éditeurs d'un logiciel de marketing relationnel. Nous sommes 8, nous avons 6 partenaires distributeurs et 16 clients. J'y reviendrai juste après. Les points importants à retenir de notre historique, c'est qu'on a un logiciel qui a été complètement refondu sur des technologies Big Data et l'année dernière, on a levé pas loin d'1 500 000 €. Voilà. En tant que clients, donc nous avons aujourd'hui 16 clients, je le disais tout à l'heure, dont voilà, quelques belles références, tous secteurs confondus, retail, tourisme, médias. On travaille donc avec certains partenaires distributeurs qui distribuent notre logiciel auprès de leurs clients. Donc n'hésitez pas aussi, si c'est susceptible de vous intéresser, de me poser des questions là-dessus. C'est juste pour que vous voyez un petit peu les problématiques qu'on traite en termes de CRM et en termes de trigger. Ceci étant dit, donc le sommaire d'aujourd'hui, c'est le contexte de la fidélisation. Je vais vous présenter un peu quelques chiffres qui montrent l'état de la fidélisation en Europe et aux États-Unis. On va réfléchir sur l'exploitation des données, comment faire que cette exploitation des données soit optimale pour la relation client. Qu'est-ce qui permet au trigger de mieux engager vos clients et de mieux réaliser de la fidélisation, on va dire. Et puis, je vais vous présenter quelques quick wins en matière de fidélisation et quelques best practices. Alors, la fidélité n'est plus qu'à l'été. Alors, c'est un premier constat, je vous laisse prendre connaissance de ces chiffres. Donc oui, ça concerne les relations amoureuses, mais ça concerne aussi le commerce. Donc aujourd'hui, pas loin de 60% des clients qui prennent une carte de fidélité dans un magasin ne se sentent pas privilégiés. C'est-à-dire comme vous, j'ai peut-être 5, 10, 15 cartes de fidélité dans mon portefeuille. Pour autant, j'attends pas quelque chose de particulier de par les marques qui m'ont mis à disposition ces cartes. Et c'est fort dommage. Savoir également que sur 5 ans, une société perd en moyenne 80% de ses clients. C'est absolument énorme. Ça veut dire que, encore dans nos parents, nos grands-parents, quand on était client dans une boutique, on restait souvent pendant longtemps. Aujourd'hui, c'est plus le cas du tout. Autre point, 98% des clients mécontents ne se plaignent pas. Ça veut dire que quand vous recevez un message via votre service client, votre chat, Twitter, peu importe, d'un client mécontent, en fait, c'est vraiment la face immergée de l'iceberg. C'est-à-dire qu'il y a la grande majorité qui vont rien vous dire. Et pourtant, ils sont mécontents. Par contre, ils ne se gênent pas pour en parler. Un client mécontent, on parle à 12. Et un client satisfait, très satisfait, n'en parle qu'à 3. Donc, la fidélité est vraiment très importante. Autre point, ça c'est une étude qui a été réalisée par Adobe l'année dernière auprès de retailers américains sur les priorités marketing qu'ils souhaitent mettre en place en 2016-2017. Quel type d'investissement marketing ils vont faire? Ici, il y a les 10 premiers. Ce qu'on peut voir tout de suite, c'est que sur ces investissements, 40% des investissements vont être faits dans l'acquisition de clients, contre uniquement 13% sur la fidélisation client. Donc voilà, aujourd'hui, les retailers américains préfèrent dépenser de l'argent pour acquérir de nouveaux clients que dépenser de l'argent pour les fidéliser. Ce qui est fort dommage, puisque on considère que l'investissement en fidélisation coûte 6 fois moins cher que l'investissement moyen en acquisition. Donc non seulement ça ne fait pas partie de leur priorité, mais en plus ils vont dépenser beaucoup plus d'argent pour acquérir de nouveaux clients que pour les fidéliser. Aujourd'hui, en regardant un peu ce que font nos clients, on s'aperçoit que 90% du chiffre d'affaires est dû à des clients existants. C'est absolument énorme. Donc, c'est-à-dire que les investissements qui sont faits pour acquérir de nouveaux clients ne représentaient que 10% du chiffre d'affaires. Une autre statistique intéressante, c'est qu'on s'aperçoit que quand on augmente de 1% le taux de fidélisation de clients, ça augmente en fait de 8% le chiffre d'affaires. On parle ici de lifetime value, puisque un client qui est fidèle va réacheter dans la durée. Comment on calcule un taux de fidélisation? On regarde sur les 24 derniers mois, quels sont les clients qui ont acheté au moins une deuxième fois dans la période. À partir du deuxième achat, on considère que le client est fidèle. Effectivement, ça peut être intéressant de travailler sur la fidélisation. Un point important à voir, c'est qu'aujourd'hui, la relation client a beaucoup changé.
Déjà, le client en fait va avoir plusieurs points de contact avec vous, que ce soit bien sûr vos magasins, votre site web, mais aussi tous les réseaux sociaux, mais aussi les médias d'influence de type YouTube, pourquoi pas via une application mobile. Donc non seulement il va pouvoir acheter sur plusieurs points de distribution, mais pouvoir également rentrer en contact avec vous et voir vos communications sur beaucoup de supports différents. Un point également récent, c'est qu'aujourd'hui, les nouvelles messageries instantanées, justement, sont complètement instantanées. Et donc, quand un client envoie un message sur ces messageries, en fait, il s'attend à une réponse complètement instantanée. Donc, on n'a plus forcément, comme dans le temps dans le marketing direct, l'occasion d'attendre quelques jours, une semaine, etc. pour répondre. Là, on doit être en mesure de pouvoir répondre instantanément. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une profusion de canaux aujourd'hui et de supports de communication, que le consommateur a une sorte d'ubiquité, c'est-à-dire qu'il peut être à la fois présent dans le magasin, parler à un vendeur et avoir l'application mobile en main, et donc être confronté à différents types de produits, de promotions, de communication émanant de votre marque, et tout ça au même moment. Et puis, il attend également, on le voit également avec les chatbots, des réponses instantanées. Donc, la relation client, c'est quand même beaucoup complexifié. Quand on parle d'omnicanal, on parle également d'engagement client. C'est-à-dire qu'encore une fois, une étude faite aux États-Unis auprès d'un retailer VADiste traditionnel, les clients qui achètent uniquement en magasin sur une année ont dépensé 195 €. Les clients qui, sur une année qui ont uniquement acheté sur le site web ont dépensé 150 €. Uniquement ceux par catalogue, 200 € environ. Les clients qui ont alternativement acheté sur plusieurs canaux différents ont, eux, dépensé 887 € à l'année. Ce qui veut dire que quand le client a été touché par plusieurs points de contact et qu'il a acheté des produits via différents modes de distribution, en fait, il est beaucoup plus engagé et va dépenser beaucoup plus. Donc non seulement l'omnicanal est important pour mieux toucher son client au niveau point de communication, mais il est également important pour générer de l'engagement auprès de ses clients. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui ce que c'est que le trigger marketing, ou plutôt ce qu'on entend nous par le trigger marketing. Vous voyez le magnifique bazooka à avion papier. Donc, ce qu'on entend par trigger, c'est en fait, ça veut dire gâchette déjà en anglais. C'est donc déclencher automatiquement une communication suite à un comportement avéré d'un contact. Ce comportement, ça peut être bien sûr un achat, mais pas simplement. Ça peut être une visite sur un site web, ça peut être une prise de contact avec le service client, ça peut être beaucoup de choses. Et l'envoi automatique d'une communication, c'est pas forcément de l'email. C'est-à-dire que bien souvent, dans la tête des gens, on pense que le trigger, c'est de l'email. Non, le trigger, c'est la personnalisation d'une communication en réponse à un comportement avéré. Ça peut être du print, ça peut être une personnalisation en temps réel du site web, ça peut être un push notification, ça peut être un SMS, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être un appel du call center, par exemple. Donc voilà, pour nous, le trigger marketing, c'est vraiment ça, c'est déclencher automatiquement une communication. On va s'apercevoir que le trigger va permettre d'améliorer l'engagement des clients et donc la fidélisation. C'est exactement ce que montre ce schéma. Donc on voit assez classiquement le cycle de vie du client, donc, auquel le client arrive en tant que prospect, va avoir quelques prises de contact avec l'enseigne et la marque, par exemple la visite de votre site internet, l'inscription à la newsletter, pourquoi pas faire un panier abandonné. Et puis ensuite, il va monter en puissance, il va acheter pour une première fois, on l'espère acheter plusieurs fois, devenir potentiellement ambassadeur de la marque, et puis au fur et à mesure, dans son cycle de vie, il va abandonner, peut-être passer à la concurrence, et puis devenir inactif. Alors, ce qu'on espère avec les trigger marketing, c'est de faire en sorte que la personne dans son cycle arrive le plus haut possible, donc c'est-à-dire devenir vraiment un client le plus actif possible, et de retarder au plus tard le côté abandonniste. Donc via le trigger, on va scénariser et on va animer ce cycle de vie pour vraiment maximiser la courbe haute, on va dire, du cycle. Donc le but de la politique de trigger là-dessus, ça va être de transformer un prospect en client, de fidéliser les clients existants et puis de réactiver les clients qui ne sont abandonnistes ou inactifs. Je reviendrai sur le détail de quelques-uns de ces triggers qui sont ici projetés sur les courbes. Par contre, quand on fait du trigger marketing, il faut faire attention à plusieurs choses. Première chose, le différencier du spam. C'est-à-dire que la CNIL nous impose notamment de demander l'accord auprès des contacts pour qu'on puisse leur envoyer des communications. C'est ce qu'on fait par l'intermédiaire d'un bandeau sur le site web quand on arrive, avec la notion d'opt-in dans les emails. Donc, il faut vraiment bien respecter ces règles. Deuxième chose, quand on met en place une politique de trigger, c'est pas forcément une bonne cohabitation avec les communications habituelles trop massives, comme l'envoi d'une newsletter 1, 2, 3 fois par semaine, par exemple.
Quand on met en place du trigger, on peut en avoir une centaine par exemple, il faut mécaniquement réduire son envoi massif. Parce qu'une personne qui va être éligible à plusieurs comportements et du coup à plusieurs triggers, va en même temps recevoir des communications massives qui pourront être d'ailleurs pas forcément en cohérence avec le trigger, mais en plus elle va avoir une pression commerciale bien trop forte. Donc quand on fait du trigger, il faut baisser les communications massives de l'autre côté. Il faut éviter les communications mal ciblées. C'est le même principe en fait, c'est de se dire que on va envoyer un trigger à tout le monde pareil et pourquoi pas l'envoyer, je sais pas moi, systématiquement quand une personne se connecte au site. C'est peut-être pas une bonne chose. On va peut-être attendre de voir ce qu'elle fait sur le site, combien de fois elle revient, etc. On va lui envoyer un message. Il faut vraiment cibler les personnes au mieux. On y reviendra également par la suite en parlant de segmentation. Envoyer des recommandations inadaptées. Ce qu'on appelle recommandations, c'est tout simplement la personnalisation, plutôt l'ultra-personnalisation du contenu. On est en mesure aujourd'hui, via du trigger, de faire du one-to-one. Il ne faut pas s'en priver, sauf que du coup, si on demande à la personne de donner pas mal de renseignements au niveau déclaratif, si on prend en compte son comportement, elle s'attend du coup à ce que les messages qu'elle va recevoir soient personnalisés. Donc, si on prend en compte toutes ces informations et puis qu'au final, on ne personnalise pas la relation client, ça va être frustrant pour le consommateur. Et puis enfin, il faut faire attention à l'intrusion. C'est-à-dire qu'encore une fois, on peut déclencher beaucoup de messages sur beaucoup de comportements. Sauf que c'est peut-être mal vu. Par exemple, le SMS, faut pas trop en abuser parce que c'est quand même assez intrusif. Donc, gardez en tête quand même, on appelle ça également le permission marketing, gardez en tête qu'il faut que le consommateur ait une pertinence à recevoir votre message, mais qu'on ne vienne pas non plus nous montrer qu'on sait toute sa vie. Donc, même si c'est le cas, en tout cas, on va rester un petit peu dans le flou et pas lui dire qu'on est Big Brother. Ceci étant dit, voilà les 4 grandes étapes qu'il faut retenir pour mettre en place une politique de trigger. 1, c'est la centralisation de données. 2, c'est être capable d'identifier les comportements et de les relier à des clients, donc à des contacts. 3, c'est la personnalisation des communications. Et 4, c'est l'automatisation des campagnes de façon omnicanale, sur tous les supports potentiellement. Donc les données. D'abord, nous, ce qu'on préconise, c'est de centraliser ces données et donc d'homogénéiser et d'anoblir les données que vous avez. C'est-à-dire que quand on fait du trigger, on va chercher ce qui se passe sur le web, on va chercher ce qui se passe en magasin, pourquoi pas remonter ce qui se passe au niveau du service client, pourquoi pas aller chercher les données issues de certains prestataires. Et donc, les données ne sont pas forcément sur le même format, pas forcément exploitables en tant que telles. Donc déjà, il faut pouvoir dire, on compare des carottes avec des carottes, donc homogénéiser ces données. Puis ensuite, ce qu'on dit anoblir, ça veut dire tout simplement de être sûr qu'on parle bien de la même personne. Par exemple, c'est du traitement de données à faire, comme la data quality sur les adresses postales, pourquoi pas un peu de redressement de numéro de téléphone, du redressement d'adresse email, pour être sûr qu'on raccroche à la personne son historique et qu'on ne crée pas de doublons. Donc ça, c'est une première étape. Deuxième étape, c'est de pouvoir être en mesure d'identifier toutes les interactions, que ce soit des interactions web, des interactions magasin, des interactions, encore une fois, avec le service client, pourquoi pas avec des interactions avec les vendeurs, via des tablettes vendeurs. Le principe de l'identification des interactions, c'est relier un email, par exemple, ou un ID client avec un comportement. En magasin, on pense à la carte de fidélité, bien sûr, mais bon, tout le monde ne l'a pas. Après, il y a des technologies qui permettent, comme le Wi-Fi, le beacon, d'authentifier les visiteurs magasins. Et puis, il y a également la possibilité de demander systématiquement, par exemple, l'adresse email pour faire une facture à chaque achat. Toujours est-il que c'est important, et on reviendra, on fera un focus sur le web, de pouvoir authentifier les comportements. Et puis, le dernier point, c'est quelle dimension on va prendre en compte pour pouvoir faire du trigger. C'est juste la slide d'après. Donc nous, ce qu'on préconise, c'est de travailler au minima sur 5 dimensions. La première, c'est les contacts. Donc c'est de reprendre toute votre base de données, aussi bien les prospects que les clients, aussi bien les numéros de téléphone, les adresses mail, les adresses postales et tous les critères déclaratifs associés. Par exemple, la date de naissance, je sais pas, le nombre d'enfants s'ils l'ont déclaré, les remontées des enquêtes de satisfaction. Ensuite, de remonter ce qui se passe sur votre site web, et encore une fois ici, de faire le lien au niveau nominatif, de dire par exemple, Benoît Venière, il est passé sur mon site à telle date, il a visualisé telle fiche produit, il a fait tel panier, etc. Donc de pouvoir remonter quasiment en temps réel ce qui se passe sur votre site web, remonter, comme je disais à l'instant, ce qui se passe dans vos magasins. Donc c'est très bien d'avoir des compteurs, de savoir combien de visiteurs sont rentrés, etc. Maintenant, si cette donnée est anonyme, elle ne va pas nous servir grand-chose au niveau des triggers.
de remonter ce qui se passe au niveau des produits et des contenus. Donc, vous avez certainement, via votre site web marchand, différents produits que vous vendez, différents services, pourquoi pas différents contenus publicitaires, pouvoir centraliser tout ça avec un descriptif, avec pourquoi pas un prix, avec voilà, et de pouvoir lier, on va dire, un historique, par exemple, de commandes ou de visites avec un catalogue de produits-services. Et puis, également remonter ce qui se passe au niveau de votre service client, de votre call center, votre chat. À partir du moment où un client est insatisfait ou qu'il a besoin de plus d'informations, il rentre en contact avec vous via ce service. Très important de pouvoir associer ce qui s'est passé à sa fiche contact. Voilà les dimensions qu'on préconise. Alors après, il y aura d'autres dimensions spécifiques à votre métier, bien entendu. Petit focus sur le tracking web. Donc, je vous le disais tout à l'heure, c'est important de pouvoir remonter ce qui se passe au niveau de votre site web, et pas simplement au niveau statistique, mais bien au niveau nominatif. Donc déjà, ça passe par l'identification de chaque visiteur. Être en mesure de dire, cette personne-là, est-ce que je la connais déjà, est-ce qu'elle est dans ma base, oui ou non? Et si je ne la connais pas, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place comme pop-up, par exemple, pour que cette personne rentre au moins une adresse email, etc., qu'on soit en mesure de l'authentifier. On s'aperçoit que 70% du trafic réalisé sur les sites e-commerce sont en fait réalisés par des contacts connus par le site e-commerce. Mais pour ça, il faut qu'on soit en mesure d'authentifier les visiteurs. Parce que bien souvent, sur le site web, on se dit c'est du trafic, on en connaît quelques-uns, ceux qui veulent bien se loguer, et on passe à côté de beaucoup d'autres. 2, c'est de pouvoir traquer l'intégralité de l'historique de navigation. Bien sûr, le tunnel d'achat est très important, mais avant, il y a beaucoup de choses qui sont très importantes également. Combien de temps il a passé sur une page? Est-ce qu'il a été voir tel type de produit? Est-ce qu'il a été voir les FAQ? Est-ce qu'il a été regarder si un magasin était proche de chez lui? Tout ça, c'est des informations très importantes. Tout ça, ça va nous servir pour déclencher et de personnaliser des triggers spécifiques, notamment web, ou de faire du web to stuff. Ensuite, au niveau technologique, comment on fonctionne? Il y a plusieurs possibilités, soit de passer par du first party, du cookie first party, soit du third party. Les deux ont leurs avantages, leurs inconvénients. Nous, on préconise plutôt du first party, ce qui permet en fait de lier justement un cookie à une adresse email et de prendre en compte 12 mois d'historique. C'est-à-dire que tout ce que va faire la personne pendant les 12 mois, on est capable de la relier et de la garder en base. Comment ça se passe pour les contacts utilisant plusieurs adresses email? En fait, on va être en mesure de lier à une personne, à une fiche contact, plusieurs adresses mail. Et donc, de consolider, on va dire, l'historique à une seule fiche contact, bien qu'il y ait plusieurs adresses mail. Encore faut-il que la personne ait pu s'authentifier sur le site web avec ces plusieurs adresses mail. Quand on parle d'authentification, pour aller jusqu'au bout de la question, pour nous, par exemple, on va préconiser d'envoyer un email massif, newsletter par exemple, à l'ensemble des contacts en base ayant une adresse email. Tous les cliqueurs de cette newsletter, donc on va arriver sur le site web, et donc il y aura automatiquement un match fait entre le cookie qui va être déposé et l'adresse email. Donc ce qui veut dire que quand la personne va revenir dans une deuxième fois, une troisième fois, elle n'a plus besoin du tout de cliquer dans un email ou de s'authentifier, le match va être automatique. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais c'est pas gênant d'avoir plusieurs adresses mail, encore faut-il que la personne arrive sur le site web avec plusieurs adresses mail différentes. Voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Donc, je vous disais un cookie first party. Donc, l'avantage, c'est de pouvoir mettre une adresse mail à côté d'un cookie, d'un historique web. L'inconvénient, c'est qu'on ne saura pas d'où est venue la personne. On ne traque pas du tout ce qui se passe sur les sites avant l'arrivée sur votre site web et les sites après. On ne traque que ce qui se passe sur votre site web. Mais pour nous, c'est pas gênant parce qu'on parle vraiment de trigger de fidélisation. On ne parle pas ici de retargeting. Justement, on va parler un petit peu de scénarisation et de personnalisation. On va revenir sur ce magnifique schéma de cycle de vie du client avec un certain nombre de triggers qui sont dispatchés. On va faire un focus sur quelques-uns. Premier, c'est la relance d'abandon de panier. Tout le monde le fait, plus ou moins bien. Mais par contre, nous, ce qu'on va préconiser, c'est de regarder à quelle étape la personne a abandonné son panier. Est-ce que c'est au niveau de la mise au panier? Est-ce que c'est au moment du mode de livraison, au moment du paiement? Et on va être en mesure de réassurer la personne en fonction de son étape d'abandon. C'est le premier point. Deuxième point, de personnaliser la relance en fonction de ce qu'elle a abandonné, bien sûr, mais pas simplement là-dessus. De lui proposer des alternatives, des produits complémentaires aux produits qu'elle a abandonnés. Puisque si elle a abandonné son panier, c'est qu'il y a une raison. Peut-être qu'elle l'a acheté ailleurs, peut-être que c'était trop cher, peut-être qu'elle l'a acheté en boutique, physique. Et donc, de rester focalisé sur le panier abandonné, pour nous, n'est pas forcément une très bonne chose.
Donc, ça, c'est le premier des triggers, assez classique, mais on voit qu'on peut vraiment travailler dans la finesse, ne serait-ce que sur un trigger classique. Deuxième exemple, le rapprovisionnement de consommables. Il y a beaucoup aujourd'hui de marques qui vendent, par exemple, comme Nespresso ou Epson, des dosettes de café et des cartouches d'encre. C'est très bien, sauf que est-ce que vous recevez systématiquement des mails quand vous avez plus de dosettes chez vous? Un petit peu avant. Pas forcément. En fait, nous, ce qu'on va préconiser là-dessus, c'est de calculer la durée de commande moyenne. Enfin, la durée entre deux commandes en moyenne par personne. Et de se dire, la personne, elle achète ses dosettes généralement une fois tous les 2 mois. On ne va pas attendre que la personne n'ait plus de dosettes pour communiquer avec elle. On va envoyer au bout d'un mois et demi, par exemple, un petit message, un petit email qui permet en un clic de recommander les dernières dosettes qu'on a achetées très facilement. Voilà, approvisionnement consommable automatique, c'est vraiment du trigger intéressant et c'est une plus-value également pour le consommateur. Autre trigger, donc là c'est un groupe de triggers, ce sont les récompenses fidélité. C'est intrinsèquement lié, c'est-à-dire les programmes de fidélité avec le trigger, c'est vraiment une occasion rêvée pour pouvoir entrer en contact avec son client ou son contact. La fidélité, c'est pas forcément que la transaction. C'est-à-dire qu'il y a tout ce qu'on imagine, par exemple des segmentations RFM, récence, fréquence, montant, permettent d'authentifier quels sont les clients VIP, les nouveaux clients, les clients zappers, etc., et de tribuer, on va dire, des points en fonction de là où on se trouve. Ça, c'est une première chose. Après, il y a des programmes de fidélité qui sont un petit peu plus généralistes et qui vont se baser sur une gamification. Et pourquoi pas sur le fait que vous partagiez sur les réseaux sociaux, le fait que vous connectiez au site web, que vous inscriviez à newsletter, tout ça pour gagner des points. Ce système de points de valorisation, on va dire, d'un segment de clientèle, en fait, c'est des moments rêvés pour envoyer des emails automatiques, par exemple, ou sur d'autres supports, pour dire vous allez bientôt atteindre 1000 points, vous êtes à 750 points, voilà les produits qu'on vous propose pour accéder à votre cadeau et arriver ainsi à 1000 points. Donc tout ça, ce sont vraiment d'excellentes excuses, on va dire, pour communiquer de façon automatique avec vos clients. Ensuite, la notion d'avis est primordiale aujourd'hui, on le sait, et tous les sites web les mettent en avant, on passe par différents types de prestataires pour ça d'ailleurs. Ce qui va être important, ça va être de capturer la note qui a été laissée sur le site web. Est-ce que la personne a mis entre 0 et 2 étoiles? À ce moment-là, elle est très insatisfaite, et nous, ce qu'on préconise, c'est d'automatiser l'appel du service client, du call center, et que le trigger, en fait, c'est pas un trigger qui est envoyé à la personne, c'est un trigger qui alerte le service client pour qu'il appelle immédiatement son client insatisfait pour savoir quelle est la raison de cette insatisfaction et également pourquoi pas faire un geste commercial et essayer de retourner le client insatisfait. Deuxième cas de figure, la personne a mis une note entre 3 et 5 étoiles, elle est très contente, autant bénéficier de ce bon a priori pour qu'elle partage l'avis sur les réseaux sociaux. Et du coup, on va profiter, on va dire, des statistiques que je vous montrais tout à l'heure. Donc la personne satisfaite va pouvoir en parler à 3 personnes, c'est peut-être pas mal, mais c'est quand même mieux que si c'était une personne qui était insatisfaite, qui en aurait parlé à 12, qui aurait mis par exemple entre 0 et 2 étoiles, et à qui on demande aussi de partager son avis. Elle va en profiter, ça sera pas bon pour la marque. Donc là, on va différencier selon la note le type de trigger, soit un trigger call center, soit un trigger partage sur les réseaux sociaux. Dernier point sur lequel on peut parler, c'est la relance systématique d'inactifs. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enseignes qui vont attendre une fois l'an pour réactiver son bas de fichier. On le sait, à peu près 80% des contacts en base sont en fait des clients qui n'ont pas acheté dans les 12 derniers mois, donc ce sont des inactifs. Et généralement, on va faire une opération coup de poing une fois par an pour dire ok, je vais faire une super promo à tous les gens qui n'ont pas acheté cette année pour qu'ils reviennent acheter chez moi. Sauf que peut-être c'est un peu tard et que en fait le client aurait fallu le réactiver avant, il est déjà passé à la concurrence. Et puis faire une offre au coup de poing, c'est bien, sauf que peut-être que ça n'intéresse pas du tout le produit que vous allez mettre en avant. Donc nous, ce qu'on va préconiser, c'est de souhaiter un joyeux non-anniversaire de commande. Ça fait exactement 12 mois, Monsieur Venière, que vous n'avez pas commandé chez nous. Vous nous manquez. Par ailleurs, voici une petite promotion sur la typologie de produits que vous avez visité récemment, que vous avez acheté l'année dernière, par exemple. Donc la relance systématique des inactifs, c'est aussi un trigger important pour nous. Donc ici, vous voyez là une trentaine de triggers projetés. J'ai fait un petit focus sur 5. Nous, on a des clients qui ont mis en place une centaine de triggers avec notre solution. Ce qui est important, c'est de ne pas rester sur ces best practices et de ne pas rester uniquement sur des triggers,
on va dire, génériques. Donc, ils sont importants à mettre en place, il faut les mettre, et ils s'adaptent, je pense, sur n'importe quel type de métier. Par contre, il faut aller un petit peu plus loin et réfléchir à des parcours clients qui vont être propres à votre activité, à votre business, à vos modes de distribution. Donc, il ne faut pas se priver de construire soi-même ses propres triggers complètement de façon ad hoc. C'est très important de faire cohabiter des triggers génériques, comme de la bande de panier, de l'anniversaire par exemple, avec des triggers qui peuvent être complètement spécifiques. Je vais parler maintenant un petit peu de l'automatisation en fonction des ciblages. En fait, ça va être important de garder en tête que même si on a un comportement en entrée, on va dire par exemple un abandon de panier, de personnaliser la relance en fonction du segment auquel appartient la personne. Par exemple, un client VIP, on ne va pas lui envoyer la même relance d'abandon de panier qu'un nouveau client. Peut-être même pas sur le même support, puisque un client VIP, on sait qu'il achète pour des gros montants très souvent chez nous. C'est important, peut-être qu'il voit un peu de qualité dans notre message. Pourquoi pas envoyer un courrier postal. Et donc, selon le segment auquel appartient la personne, le canal va changer, le contenu va changer, le wording va changer, et les produits qu'on va mettre en avant vont changer. Donc, c'est pas parce qu'on fait de l'automatisation, qu'on fait du one-to-one, qu'on doit passer à côté du ciblage et de la segmentation. Justement, sur les canaux de sortie, je le disais tout à l'heure en introduction, c'est très important de mixer les canaux et de ne pas rester vraiment que sur de l'email. Il y a des gens qui vont jamais ouvrir vos emails parce qu'ils n'aiment pas ça et puis ils considèrent que c'est du spam. Par contre, ils vont adorer recevoir un SMS, ils vont adorer recevoir un courrier chez eux, etc., etc. Donc c'est très important de mixer les canaux et de ne pas rester focalisé sur un type de trigger, sur un canal. L'exemple que je viens de citer avant, une relance sur mon panier peut se faire par courrier. Il n'y a aucun problème par rapport à ça si on estime que le client vaut, entre guillemets, l'affranchissement, la mise sous pli, le prix d'un courrier postal. Enfin, en ce qui concerne la personnalisation de la recommandation, je vais faire un focus après sur la recommandation, mais la personnalisation, on parle bien souvent de personnalisation dynamique. Par exemple, que ce soit un courrier, un email, un SMS, dire bonjour Benoît, c'est de la personnalisation bien sûr, de remonter les produits qui ont été visionnés, achetés, etc., c'est de la personnalisation. La recommandation, c'est autre chose. La recommandation, c'est de pouvoir proposer des alternatives ou des produits ou des services en appétence avec les visites et les achats de chacun. Sans transition donc, les différentes recommandations one-to-one et comment ça fonctionne. Le principe, on le voit sur le petit schéma, c'est de prendre en compte ce qu'en font les personnes en magasin, par exemple. Donc, quand une personne achète un maillot de bain, on s'aperçoit que le deuxième et le troisième achat, c'est souvent une ombrelle et puis des lunettes de soleil. Autre exemple, les personnes qui visitent sur votre site web le ballon ont également tendance à visiter les chaussures de foot et puis les shorts. Du coup, quand une personne a un intérêt vis-à-vis d'un ballon ou d'un maillot de bain, on va être en mesure de proposer des produits comme un peu du Amazon-like en appétence avec ce que vous venez de faire. C'est intéressant de mixer cette recommandation de produit avec vos triggers, que systématiquement, alors peut-être pas dans tous, mais dans 90% de vos triggers, vous ayez quelque chose à proposer en lien avec l'historique de chaque personne. Et que ce soit des produits en lien avec des visites ou des produits en lien avec des achats, vous donnez des alternatives et vous montrez un peu le savoir-faire de votre marque. Voilà, donc les recommandations, selon nous, peuvent partir soit en temps réel, bien sûr, pour personnaliser le site web instantanément, via une bannière, via l'espace client, ou en différé, comme par exemple l'exemple du print que je citais tout à l'heure, où on va envoyer à J+3, J+4 le courrier. Il n'y a aucun problème. Cette recommandation, bien sûr, s'effectue sur tous les canaux, et c'est très important de garder une cohérence. On ne va pas s'amuser à proposer des recommandations différentes en fonction du point de contact du client. Il faut que ça soit vraiment cohérent sur l'ensemble des points de contact. La pression commerciale est essentielle, c'est-à-dire que quand on met en place une vraie politique de trigger, avec pourquoi pas une centaine de triggers, eh bien les meilleurs clients vont être éligibles à plusieurs triggers en même temps. Donc c'est très important de pouvoir hiérarchiser ces différentes communications pour que la personne ne reçoive potentiellement qu'une seule communication, bien qu'elle aurait pu en recevoir plusieurs. Et on va noter la pertinence des campagnes les unes par rapport aux autres, pourquoi pas en disant l'anniversaire est plus important que la bande panier, que la newsletter, et donc si la personne est éligible à plusieurs choses, elle va recevoir uniquement la campagne la plus importante. Comment on mesure si les triggers fonctionnent ou ne fonctionnent pas? Alors, plusieurs façons de faire. Déjà, c'est de remonter ce qui se passe canal par canal. Donc, typiquement, pour le print ou l'email, on sait s'il y a eu des NPI, si ça a bien été délivré, etc. Ça, c'est essentiel à remonter, bien sûr, dans la centralisation de données. Pour l'email, on va savoir s'il a été ouvert, s'il a été cliqué, le taux de réactivité. Pardon. Donc ça permet de mesurer l'efficacité d'un trigger par rapport à un autre. C'est un premier indicateur. Deuxième indicateur, ça va être des codes campagne. On peut systématiquement, dans toutes les communications,
proposer un code à usage unique, personne par personne, par exemple sur le trigger anniversaire. Si vous voulez bénéficier, on va dire, de 20%, donnez le code campagne en caisse, enfin le code, je sais pas, 5212. On peut pas forcément attribuer un code campagne à l'ensemble de ces communications. Puis on n'a pas forcément envie de faire une promo systématiquement, parce que bien sûr, on peut donner un code campagne, mais s'il n'y a pas de promo associée, ça va être, le client n'a aucun intérêt à l'utiliser. Donc nous, ce qu'on va préconiser, c'est de mesurer l'efficacité via des populations témoins sur le chiffre d'affaires, sur le panier moyen, sur la fréquence d'achat. Et toutes les personnes qui auraient dû recevoir, qui vont recevoir le trigger anniversaire, on va en mettre par exemple 10-15% de côté, qui auraient dû le recevoir mais qui ne vont pas le recevoir. Et ceux-là, en fait, on va regarder combien de chiffre d'affaires ils génèrent dans les 2-3 mois qui suivent par rapport à ceux qui l'ont bien reçu. Et donc, on va être capable de mesurer un chiffre d'affaires additionnel, trigger par trigger. Donc, on le voit, il n'y a pas une méthode d'attribution magique, on va dire, pour les triggers. Il y a beaucoup d'indicateurs qui, mis côte à côte, vont permettre de mesurer les performances des triggers. Alors demain, comment on fait pour être encore meilleur vis-à-vis de ses concurrents? Parce qu'on l'a vu, il y a un certain nombre de triggers best practice, on peut en mettre beaucoup en place. Maintenant, c'est toujours bien d'avoir une petite longueur d'avance. Nous, on travaille aujourd'hui sur, on va dire, la mise en place de scores complémentaires. C'est-à-dire que, comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas parce qu'on est un très bon client au niveau des transactions qu'on est un ambassadeur de la marque. Peut-être qu'on communique pas du tout sur les réseaux sociaux, peut-être qu'on partage pas du tout son avis, peut-être qu'on parle pas de la marque à d'autres personnes. Et donc, ça peut être intéressant de lier différents scores, comme le RFM, je disais tout à l'heure, essence, fréquence, montant, avec d'autres scores, comme le PMG, petit, moyen, gros, comme le FRAT, en rajoutant la typologie de produits achetés, et pourquoi pas la viralité, on va dire, sur les réseaux sociaux. D'affecter des scores également de canal favori. Encore une fois, il y a des personnes qui vont adorer recevoir un courrier postal chez eux et qui vont détester recevoir de l'email. C'est important de le prendre en compte et que pour l'ensemble des triggers, pour une personne donnée, on puisse changer automatiquement, potentiellement, d'un canal à l'autre. Et puis, il y a d'autres scores très intéressants, comme l'appétence à la promotion. Est-ce que mes clients sont promophiles? Il y a des clients qui vont attendre systématiquement qu'une promotion arrive pour venir dépenser de l'argent chez vous, puis d'autres qui auraient acheté dans tous les cas. Donc, il y a certaines marques qui envoient des SMS tous les week-ends en disant profitez de moins 20% pour acheter du parfum, par exemple. C'est dommage parce qu'il y a des gens qui seraient venus acheter du parfum et qui là vont utiliser un code pour avoir moins 20%. Donc voilà, la notion de score de promophile est pour nous très intéressante. Ensuite, ce qui est tout aussi intéressant, c'est de travailler en probabilité et de se dire on va définir quelle est la probabilité d'un client de réacheter, quelle est la probabilité d'un client de devenir un ambassadeur, un client VIP. Et donc, parce qu'il a commencé à donner des signaux faibles, par exemple, sur votre site web, on s'aperçoit que tous mes clients VIP dans ma base ont généralement fait les mêmes signaux, c'est-à-dire qu'ils ont été visiter tel produit, sont venus faire 4 connexions dans la semaine, etc. Et donc, d'analyser le comportement avant l'achat, pour que dès le premier achat, par exemple, ou même avant, on puisse dire « Ah, ce nouveau client-là, en fait, il a de grandes chances de devenir un client VIP. » Et donc de tout de suite adapter sa communication en amont, avant même qu'il montre des signes de client VIP. Voilà, donc en résumé de cette webconférence, nous, on considère que la fidélisation est extrêmement importante et qu'aujourd'hui, elle n'est pas suffisamment mise en valeur par les marques, en tout cas utilisée par les marques. Pour nous, la fidélisation, c'est générer de l'engagement client et du coup générer des meilleurs paniers, maximiser les taux de conversion, maximiser les taux de réachat et augmenter naturellement le chiffre d'affaires. Donc non seulement on va créer un lien avec chacun de ces contacts, on va créer un dialogue one-to-one, mais on va également avoir un ROI très facilement mesurable. C'est dommage de passer à côté de ça et de dépenser des millions dans de l'acquisition de clients si on fait pas un minimum si on ne suit pas un minimum de bonnes pratiques en fidélisation et notamment politique de trigger. Bien sûr, si vous cherchez des outils qui vous permettent de faire ça, j'en connais un bien, donc n'hésitez pas. Voilà, donc ici les coordonnées sur lesquelles vous pouvez me joindre. Vous pouvez également aller sur notre site web. Est-ce que vous avez des questions? Alors, bonne question. Bonne question. Donc, combien de temps faut-il pour mettre en place une stratégie de trigger marketing? Ça va dépendre bien sûr des solutions technologiques que vous choisissez. En ce qui concerne marketing one by one, nous, on estime qu'entre 2 et 4 mois, c'est la durée qu'il faut pour créer une base centralisée, pour adapter le logiciel à vos spécificités.
de vous former bien sûr et de mettre en place les premiers triggers. Ça va très vite, c'est-à-dire que nous, par exemple, on propose des triggers pré-emploi, une trentaine. C'est sûr que quand on a constitué le data mart et puis derrière, on a mis en place le logiciel, appliquer 20-30 triggers, c'est l'histoire de quelques jours. Donc voilà, en 2 à 4 mois, on peut déjà avoir une politique de triggers rondement menée. Alors, outils de dashboard. Alors, nous, effectivement, pour répondre à votre question, on n'est pas expert en data visualisation. Notre métier à nous, c'est vraiment 1, la donnée, 2, la fidélisation, et 3, l'animation. Le fait de pouvoir croiser l'intégralité des données entre elles pour, pourquoi pas, travailler sur l'achat de nouveaux produits, pour pourquoi pas mesurer je sais pas, l'efficacité d'un magasin plutôt qu'un autre, ça, c'est pas vraiment notre métier. Par contre, effectivement, les données qu'on centralise vont permettre de le faire. Donc nous, on va donner des indicateurs qui permettent de mesurer la performance des triggers et de l'animation. Par contre, on va s'arrêter là. Bien sûr, une fois que vous avez centralisé toutes ces données, vous avez envie d'aller plus loin. Et donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre à disposition toutes les données centralisées et pourquoi pas agrégées auprès d'un outil tiers. Donc nous, on recommande aujourd'hui pas forcément quelque chose précisément. On va pouvoir s'adapter avec n'importe quel outil. Par exemple, un ClickView, par exemple un tableau, par exemple un Business Object, par exemple anciennement un BIM, un DigDash. Voilà, tout ça, c'est des outils avec lesquels on s'est déjà synchronisé ou sur lesquels on sait que c'est facile de se synchroniser. Que ce soit par API, que ce soit par notre batch. Et donc, on va être capable d'alimenter en temps réel ou en différé l'ensemble de ces outils pour que vous puissiez construire les tableaux de bord qui vous vont bien. Parce que pour chaque business, il va y avoir des tableaux de bord qui vont être plus parlants que d'autres. Donc, c'est très difficile pour nous de fournir nativement des tableaux de bord qui vont convenir à tout corps de métier. Donc, encore une fois, on se spécialise, nous, sur la performance de l'animation. Si vous voulez aller plus loin, on va se synchroniser, mettre à disposition les données centralisées à l'outil que vous aurez choisi de data visualisation. Il y en a d'autres, hein. Il y a également des solutions bordelaises comme Biwi. Il y a, je sais plus, enfin, il y a un certain nombre de solutions qui existent sur le marché, tout leur avantage et leur inconvénient. Alors, nous, en fait, ça va surtout être effectivement l'automatisation. C'est-à-dire que si, pour répondre à votre question, Pierre, hein, à partir de quelle taille vous recommandez à une société de mettre en place une stratégie de trigger marketing? Bien sûr, si vous voulez mettre en place 5 triggers, bon, c'est peut-être un peu court pour prendre une solution complète. Donc nous, voilà, ce qui va être intéressant, c'est de commencer à parler de 20, 30, 40 triggers. Sauf que pour que ça soit rentable, on va dire, il faut que pour chacun des triggers, il y ait un certain nombre de contacts qui soient ciblés. Donc nous, on va préconiser qu'il y ait au moins une base de 30, 50 000 contacts identifiés par l'enseigne, que ce soit des prospects ou des clients, peu importe si c'est l'adresse email, l'adresse postale, etc., pour commencer à faire quelque chose. Nous, voilà, on a des clients qui ont des bases de 50 000 contacts et puis des clients qui ont des bases de plusieurs millions de contacts. Voilà, pour quand même un minimum de plusieurs milliers pour que ça soit significatif et qu'il y ait un ROI significatif. Alors oui, bien sûr, comme je le citais en introduction, nous on travaille aujourd'hui via quelques clients en direct, mais on travaille surtout avec des partenaires distributeurs. Donc je vous invite à prendre contact avec nous si vous êtes une agence ou vous êtes intéressé pour travailler et potentiellement distribuer notre solution. On a différents types de partenaires, hein, ça va de l'apport d'affaires jusque effectivement la gestion de projet. Voilà, je vous invite à prendre contact avec nous. Moi, je reviendrai vers vous si vous le souhaitez, avec les différents modes de partenariat, effectivement, de marketing one by one. C'est très important pour nous de travailler avec des partenaires et des gens qui sont experts en marketing, qui puissent ajouter à leur offre une offre de trigger, par exemple. Bon, s'il n'y a plus de questions, écoutez, je vous remercie. Et puis, voilà, je suis vraiment à votre entière disposition et je vous dis à très bientôt.